Bonjour Roger Su, merci Bonjour. de nous recevoir chez vous pour ce grand entretien du Bondi Blog. La première question traditionnelle du grand entretien, c'est qui êtes-vous, Roger Su? Officiellement, je suis professeur à l'université, sociologue, mais j'ai toujours cru que j'avais un peu raté une carrière sportive, mais voilà, plus je vieillis et moins je la regrette, bien entendu. Sociologue? Donc, oui, sociologue. Oui. Directeur de recherche? Oui, aussi? bien sûr, je dirige des doctorants, comme on dit, des thésards qui se rapprochent des sujets que je traite dans mes livres, et en particulier dans le dernier livre. Et bien justement, vous êtes évidemment l'auteur de plusieurs essais. Le dernier en date, celui-ci, La contre-société, publié aux éditions Les Liens qui libèrent. Dans ce livre, Roger Su, vous interrogez le mouvement de fond qui a lieu en ce moment de cette contre-société qui prend forme, et on verra ensemble quelle est cette contre-société qui entre en confrontation en fait avec un ancien monde, si on pourrait l'appeler comme cela. Et justement, dans ce livre, vous parlez, vous dites, autour de la question de la crise sociale ou de la crise économique, vous dites il n'y a pas de crise. Parce qu'en fait, dire qu'il y a une crise, c'est dire qu'une fois que la croissance sera revenue, eh bien, on retrouvera en fait l'ancien monde, alors que cet ancien monde, eh bien, on l'a quitté. Oui, on vit sur cette espèce d'illusion défendu à droite comme à gauche que le vieux monde, comme vous dites, va revenir. Non, le vieux monde est en train de s'effondrer, et en particulier le monde qui a été décrit sous la forme des 30 glorieuses, c'est-à-dire globalement une croissance continue, en tout cas au-dessus de 3%, un chômage qui n'était que conjoncturel, donc frictionnel, comme on disait à l'époque, et une mythification aussi de cette période, c'est-à-dire cette idée que non, le monde était, on pourrait le montrer par bien des aspects, beaucoup plus violent d'une certaine façon qu'il ne l'est aujourd'hui, si on met à part évidemment peut-être l'aspect du terrorisme. Et vous remettez en cause aussi les grandes théories économiques libérales, incapables, vous dites, d'interpréter ce nouveau modèle et arc-bouter aussi sur des conceptions autour du productivisme et incapables de décrire la production aujourd'hui immatérielle, le capital humain, les liens sociaux. Oui, c'est-à-dire que il faut voir que toutes les sociétés vivent autour quand même d'un principe fondamental. Une forme de religion, en fait, une forme de croyance, une forme de structure centrale. Et j'adore cette phrase de Max Weber, c'est pas pour jouer au sociologue que je vous le dis, mais j'aurais aimé trouver cette phrase moi-même, cette phrase de Max Weber extraordinaire. Max Weber, pour distinguer ce passage de la tradition à la modernité autour du travail, dit on est passé d'une économie du salut, c'est-à-dire où ce qu'il faut, c'est se conformer au droit divin, y compris la monarchie, au salut par l'économie. Donc on est passé d'une économie du salut au salut par l'économie, c'est-à-dire qu'on a fait de cette idée que le travail et l'économie devenaient l'unique, enfin pas l'unique, mais en tout cas le centre de nos existences, temporellement, matériellement et sur le plan des valeurs. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas Weber, mais vous écrivez quand même, et vous dites on a oublié que c'est l'état donné de la société qui produit l'économie et non pas l'inverse. Mais oui, et j'essaye de montrer que, par exemple, le travail se crée pour des raisons qui sont complètement sociales au départ, et notamment au moment de la Révolution française. On a du mal aujourd'hui, par exemple, à concevoir que le travail est une notion moderne. On croit que le travail a toujours existé, mais non, les sociétés du travail sont des sociétés qui datent de la fin du XVIIIe. Le travail va devenir quelque chose d'un peu obligatoire pour tous, y compris d'ailleurs pour les nobles. Le truc, c'est de mettre tout le monde au boulot, et que chacun participe à une condition qui est considérée à l'époque comme égalitaire. Parce que tout le monde, et l'idée, c'est tout le monde va participer à l'édification de la République. Donc le travail s'instaure pour des raisons politiques, pour des raisons de contribution
à l'action républicaine, à l'édification de la République. Et il se trouve que accumulation du capital faisant, développement de l'artisanat sur un mode mécanique, etc., on s'aperçoit que ça crée une économie de marché. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les grandes théories, les grands modèles économiques qui nous sont proposés ne correspondent pas à la société telle qu'elle est aujourd'hui, dans la question de l'économie, du travail? Précisément parce que ça n'est plus le travail au sens où on l'a défini, c'est-à-dire au sens d'une tâche aisément repérable, séquençable, standardisable. Globalement, le patron qui dit, bah voilà, tu vas faire A, tu vas faire B, tu vas faire C, tu vas faire D. Si vous réfléchissez à ça, c'est-à-dire un travail séquencé et organisé, tôt ou tard, le robot... L'ami Cohen, il y a quand même chez les économistes des gens qui ont aussi de la clairvoyance. Cohen dit, attention, ne reproduisez jamais deux fois le même geste. Parce que, par provocation, il dit, mais le robot va faire ça beaucoup mieux. Donc, cette idée que le travail au sens traditionnel, qui a été celui du travail industriel, c'est-à-dire un travail relativement objectivable, voilà, dans tous les sens du mot, ce travail-là est en train de disparaître. D'accord. Donc, et du même coup, ce qui est en train de... Enfin, ce qui a déjà pris la place d'ailleurs, sauf qu'on reste sur des schémas avec un code du travail, avec, etc., en essayant de recoller les morceaux. Mais ce qui se passe sur le terrain, c'est que l'on demande de plus en plus aux individus, c'est d'apporter un certain nombre d'aptitudes, de compétences autour de la notion de capital humain, autour de la notion aussi de relationnel, et autour de ce qu'on appelle le travail en réseau, qui n'est plus du tout objectivable comme il l'était, et surtout qui ne se produit plus nécessairement précisément sur le lieu de travail. Sauf que tout ça, c'est vrai, c'est la réalité. D'ailleurs, on le sent d'ailleurs au jour le jour. Nos copains, nos amis, nos collègues qui veulent démissionner d'entreprises pour pouvoir monter leurs entreprises à eux, parce qu'ils estiment ne pas pouvoir justement mettre à profit leurs compétences et ce qu'ils sont, leur singularité, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais sauf que le monde, la société dans laquelle on est, elle va en contradiction avec ça. Oui. Il y a une confrontation. Alors comment on fait? Comment on fait En fait, il faut se poser la question, aujourd'hui, y compris du point de vue de l'économie globale, de ce qui crée la richesse, de ce qu'on appelle la chaîne de la valeur, et on s'aperçoit assez vite que les entreprises sont au cœur des mécanismes du marché et de la création monétaire, mais qu'elles ne sont pas nécessairement au cœur de ce qui crée la vraie richesse. Parce que quelle est la véritable richesse des entreprises ? La véritable richesse des entreprises, c'est le capital humain des individus, beaucoup plus que leur temps de travail. C'est-à-dire le type qui a une idée géniale, le type qui, chez Google, à qui on donne en général 40% du temps pour penser ses propres trucs, parce qu'on sait qu'on va récupérer, le patron sait qu'il va récupérer ses propres idées, etc. La manière dont il va importer ses réseaux qui sont à l'extérieur, ses copains, disons j'ai un problème sur mon boulot, etc. C'est-à-dire la manière dont il va importer ses réseaux, la manière dont les grandes entreprises aujourd'hui, comme Orange, Lagardère, etc., font des réseaux, ils font des blogs. À l'intérieur de votre blog, on dit blog, il pourrait être récupéré par John Place. Il pourrait être récupéré parce que les gens fonctionnent comme ça, parce que la créativité se fait là, parce que ça n'est plus un travail, parce que le travail d'exécution n'existe plus ou ne va plus exister. Je prends toujours cet exemple des malheureuses caissières. Je dis malheureuses caissières parce que un jour ou l'autre, ça va se faire. La grande distribution peut supprimer du jour au lendemain toutes les caissières. Elle pourrait. Et elle pourrait à son grand profit. Mais il se trouve que la grande distribution vit très bien, pour des raisons que chacun connaît, pour les marges, différentes formes de marges qu'elle prend. Et donc, du coup, on garde les caissières. Mais c'est une stupidité en soi, parce que d'abord, le boulot n'est pas formidablement gratifiant, et puis, on pourrait, au contraire, faire beaucoup plus avec le capital humain des caissières pour leur faire autre chose, automatiser les caisses, gagner en productivité, ça ferait gagner tout le monde. Mais comme on ne sait pas comment redistribuer, parce que c'est ça la question, et qu'on n'a pas identifié, puisque c'était votre question, identifié quel est le cœur de la valeur aujourd'hui, il est sur... Enfin,
la grosse part du cœur de la création de valeur est aujourd'hui sur l'humain, c'est-à-dire sur la manière dont on enrichit le capital humain, oui, sur la formation, sur les compétences, sur la manière dont les gens s'enrichissent des expériences, sur le relationnel dont vous parliez, etc. C'est là où ça se crée. Alors, on n'a pas, c'est ce que je dis dans mon livre, on n'a pas les institutions qui correspondent à cette véritable nouvelle économie. On n'a pas les institutions. Alors qu'est-ce qu'on fait de l'argent? L'argent, il tourne autour de la planète, c'est-à-dire en 100 fois ce que l'économie réelle tourne autour de la planète en capitaux financiers pour enrichir ceux qui en sont les détenteurs. Donc on est dans une absurdité totale. Alors on n'a pas les institutions, c'est ce que vous dites. On n'a pas les circuits de financement non plus pour pouvoir... Non. Bien sûr. Alors on a un peu d'épargne solidaire quand même. On a quand même des banques, alors je ne vais pas les citer parce qu'il faudrait toutes les citer sinon, mais qui essayent de voir que l'épargne solidaire c'est quelque chose qui peut jouer. Oui, mais à l'échelle du potentiel de développement, je veux dire, on est encore sur des on est sur rien du tout. Minimes. Rien du tout. Et moi j'essaye de montrer que notre économie est formidablement sous-performante, inefficace au possible, et que notre économie pourrait être beaucoup, beaucoup plus efficace. Que nous sommes sur des ratios de productivité ridicules, que si, d'ailleurs la France a moins de robots que l'Allemagne, je le signale au passage, et qu'on pourrait avoir des ratios de productivité, donc de redistribution sur des choses vraiment utiles, qui favoriseraient le développement du capital humain formidablement, si on acceptait effectivement de considérer que le travail d'exécution, il vaut mieux le confier aux robots, et que cette forme de travail qui est encore aujourd'hui un peu envahissante, je prenais l'exemple des caissières, eh bien c'est rentable pour personne cette affaire. Et donc il faut faire, y compris pour l'intéresser d'une certaine façon, mais comme on n'a pas de solution, mieux vaut être caissière qu'être au chômage. J'en conviens, mais ça n'est pas l'avenir. Quand est-ce que tout cela va arriver? On est condamné à attendre que quelqu'un prenne la décision de le faire, parce que là après on est aussi lié aux politiques publiques. On est entre nous là, donc c'est facile aussi. Puis moi je ne suis pas aux manettes. Et donc, je ne suis pas celui qui va taper sur les politiques, même si je pense que s'ils lisaient un peu plus et s'ils comprenaient un peu mieux les mécanismes, ce ne serait pas inutile. Mais je ne vais pas taper dessus, parce qu'il faut bien voir que... Alors, ils sont responsables sur le temps long. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune... Et puis les médias aussi. Les médias qui... Enfin, ce que Raymond Barre, il avait raison. Il appelait le microcosme, vous vous souvenez? Raymond Barre, c'est un Premier ministre, non, vous êtes trop jeune, vous n'avez pas connu Raymond Barre. Mais voilà, Raymond Barre, qui était Premier ministre, Valéry Giscard d'Estaing, avait trouvé cette expression du microcosme pour voilà, ces espèces d'élites qui sont remises en cause partout, et qui se trompent sur tout, et qui sont désavouées partout. La France risque de ne pas être épargnée, elle ne l'est déjà pas d'ailleurs. Mais à force d'être si loin, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans mon livre, à force d'être si loin de ce qui se passe dans le réel, à force d'être dans l'institutionnel et de ne pas voir que les institutions ne correspondent plus à la vie réelle des gens, et ce microcosme, en même temps, comme il n'a pas fait son travail sur les évolutions, d'explication, de pédagogie, comme c'était le cas. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut qu'il y ait des intellectuels qui soient au pouvoir, etc. Mais il y avait des gens qui expliquaient. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique le monde? C'est quoi? C'est des experts? C'est des journalistes? Ce sont des politiques? Ce sont eux qui sont capables d'expliquer ce qui est en train de se passer avec la profondeur de la fracture qu'il y a. Ce n'est pas du tout pour tresser, d'ailleurs, pour dire que les intellectuels aient des solutions en main. Moi-même, j'en ai pas du tout, d'ailleurs. Enfin, j'ai quelques idées, mais pas nécessairement. Mais la pauvreté du débat public pour expliquer ce qui se passe depuis globalement la fin des 30 Glorieuses, c'est-à-dire 73-74, est totalement affligeante. Alors du coup, vous disiez, moi j'ai des solutions, j'ai des idées, j'ai des pistes. Une piste. Aujourd'hui, il faut reposer la question de qu'est-ce que c'est être citoyen français. Et être citoyen français, eh bien, c'est quelque part donner la possibilité à chacun de participer à l'édification de la République. On ne peut pas parler de citoyenneté. Enfin, je veux dire, on ne peut pas réduire la citoyenneté à la nationalité ou à l'électivité. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce sont deux passivités. Je suis français, vous êtes pour rien.
je suis électeur parce que j'ai plus de 18 ans. Bon, ça ne suffit pas. La citoyenneté est une action. La citoyenneté doit être une activité. Et je pense que de la même manière que les révolutionnaires en 89 ont pensé le travail pour penser l'intégration sociale dans la République, il faut penser aujourd'hui des formes d'intégration sur ce qui crée la richesse. Et j'ai dit le capital humain, les services, les associations, la manière dont aujourd'hui on développe le potentiel d'intelligence, de compétence et d'expérience des individus. Et ça marche formidablement. Alors, ce n'est pas une utopie, ça fonctionne déjà. S'il y a un truc sur lequel d'ailleurs tout le monde est d'accord, prenons ça. Service civique. Service civique, c'est quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord, à droite et à gauche, pour dire, ça rend service, ça apporte des compétences, les gens sont ouverts, ça apporte un petit revenu, on pourrait abonder, etc. Ça rend plus citoyen, ça rend conscient des problèmes sociaux. Ces gens-là, dans les associations, sont 2 fois plus électeurs, comme par hasard, par ailleurs, participent beaucoup plus à la vie républicaine, y compris élective, y compris politique, sur lequel on se lamente. On entend aussi dire de certaines personnes qui occupent aujourd'hui ce service civique qu'ils d'abord sont diplômés Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5, qu'ils voudraient pouvoir occuper des emplois qui soient beaucoup plus en cohérence avec leur formation, qu'effectivement les revenus dont ils disposent grâce au service civique ne leur permettent pas d'avoir une dignité de vie. Mais je ne propose pas ça. Je propose un service civique cumulable avec l'emploi. Je propose un service civique, au lieu d'avoir cette discussion sur le revenu universel, qui me paraît formidablement appauvrissant et qui va couper la société en deux, entre ceux à qui... il y avait eu une émission de télévision assez bien d'ailleurs, on voyait là, les parquets, là. Voilà, on leur donne un revenu de misère pour rien, voilà, vous faites rien, surtout vous ne faites pas de bruit, hein, bougez pas. Hein. Et puis ceux qui vont continuer à avoir un travail. Je trouve ça impossible à gérer. Donc l'idée c'est quoi? Alors c'est d'avoir un revenu citoyen, appelons-le, un revenu citoyen, appelons-le comme ça, on pourrait l'appeler... d'utilité sociale, d'utilité publique, d'intérêt général, tout ce que vous voulez, républicain pourquoi pas, pour ceux qui veulent se draper dans la République, enfin, c'est égal, quel que soit le nom, restons sur le citoyen, puisque c'est la citoyenneté dont nous parlons. Un revenu citoyen pour tous à partir du moment où on s'engage sur un statut de volontaire pendant un certain temps dans quelque chose qui est de l'ordre du service public par le public, c'est-à-dire essentiellement, comme vous le savez, les services civiques, c'est à 90% dans les associations. Voilà. Ça, à tous les âges de la vie. À tous les âges de la vie. Pourquoi les jeunes? Je veux dire, il y a des gens de 50 ans qui galèrent, qui n'ont plus rien. Donc, on a le droit d'être civique à tous les âges de la vie. Surtout qu'ils soient cumulables avec un emploi. Ouais. Voilà. Alors après, la fiscalité fait son travail, c'est-à-dire qu'après on prend, etc. Et puis après tout, ce service civique n'est pas obligatoire. Alors ça, je suis farouchement contre ceux qui voudraient faire revenir un service, une sorte de pseudo élargi aux femmes, d'ailleurs, je le signale. De pseudo-service militaire. Oui, un pseudo-service militaire, une espèce de caporalisation de la société qui paraît complètement hors d'âge. C'est un statut de volontaire, il faut garder le statut du volontaire. Mais voyez, il faut penser à quelque chose qui est aussi de l'ordre de l'ingénierie sociale. On a inventé le travail indépendant, on a inventé l'artisanat, on a inventé le salariat, on a inventé la fonction publique. Il faut inventer un nouveau statut. Il faut inventer un nouveau statut. Quand on est dans une période historique de fracture comme ça, il faut inventer un nouveau statut qui se cherche, qui existe déjà, mais aux marges de la société, le statut du volontariat. Merci, Monsieur Su. Merci.